Futur Média, bonsoir à toutes et à tous. C'est l'heure du journal. Tout de suite, les titres. Les appels à la paix se multiplient dans un contexte de tension. C'est le cas du leader de la République des valeurs, Thierno Alassane Sall, appelle la classe politique à entendre le message de la jeunesse. Vers une rencontre entre le patronat et le chef de l'État, les membres du secteur privé ont décidé de rencontrer le président de la République dans le but de trouver des solutions à la crise qui sévit actuellement au Sénégal. Et puis l'invité du journal, il s'agit du professeur Ramsatou Sow Sidibé. Avec elle, nous procéderons naturellement à un décryptage de la situation actuelle. Voilà pour les titres de développement. C'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Cette information, ce journal pourrait être interrompu à tout moment parce que la police nationale prévoit de faire une conférence de presse. Nous allons donc essayer d'être en direct pour vous informer et donc juste vous prévenir que l'édition pourrait être interrompue à tout moment. Priorité au direct naturellement. Et en attendant d'être en direct avec la police nationale, je vous l'annonce tout de suite en titre, la République des valeurs appelle au calme et demande à la classe politique d'écouter la jeunesse. Thierno Alassane Sall déplore la situation qui prévaut actuellement et invite les hommes politiques à prendre toutes leurs responsabilités face à l'histoire. Je vous propose de l'écouter au micro de Lisa Prera. Et grave, chers compatriotes, la jeunesse sénégalaise est exténuée, poussée à bout par les humiliations, l'absence de perspective, des lendemains incertains, le manque d'espoir, l'injustice, la malgouvernance, la corruption, la trahison de la parole donnée. Une jeunesse, une frange de cette jeunesse, naufragée, a fait le choix de dire brillamment stop à tout cela. Si nous ne prenons pas le temps d'écouter et d'entendre la lassitude et l'immense désarroi de la jeunesse de ce pays, nous n'aurons pas assumé devant l'histoire nos responsabilités. Voilà donc Thierno Alassane Sall, consciente de la tournure que prennent les derniers événements au Sénégal et soucieuse de jouer leur partition dans cette situation difficile. Les trois organisations africaines que sont le JARDES Afrique, l'Union des journalistes de la presse libre africaine et Africa Jom Center ont décidé d'unir leurs voix pour lancer un pressant et vibrant appel à toutes les parties sénégalaises en conflit. Elles demandent, ces trois organisations, au président Macky Sall, garant de l'unité et de la stabilité sociale et politique au Sénégal, de clarifier sa position sur les intentions qui lui sont prêtées de briguer un troisième mandat en dépit des dispositions constitutionnelles contraires. À toutes les parties opposées, une renonciation claire, nette, limpide et ferme à la violence et à la défiance afin de privilégier le recours à tout moyen juridique, judiciaire et légaux, le recours urgent, fraternel et salutaire au dialogue inter-sénégalais pour rapprocher les positions et trouver une solution pacifique à la crise, la fin de la mise en résidence surveillée de l'opposant Ousmane Sonko, enfin la libération immédiate de toutes les personnes interpellées à la suite des manifestations de protestation. Voilà donc en substance le communiqué signé par les trois organisations africaines que sont la JARDES Afrique, l'Union des journalistes de la presse libre africaine et Africa Jom Center. Les membres du secteur privé se donnent la main et s'engagent dans la recherche de la paix, de la stabilité. Face à la presse ce matin, le patronat a décidé d'aller à la rencontre du chef de l'État et de l'opposition pour trouver des solutions à la crise que traverse le pays. Alassane Ba et Alun Diagne, nos reporters, ont assisté à la rencontre. Au-delà de subir les conséquences des dernières manifestations, ces membres du secteur privé ont décidé de se donner la main pour apporter des solutions à cette crise. Il s'agit selon eux d'une démarche de paix, d'équilibre social, mais aussi de préservation de nos outils de travail. Nous adressons à tous nos condoléances et nous prions pour que la paix revienne dans notre pays. Ce discours donc est un discours de paix.
C'est dans la paix que nous pouvons retrouver une activité économique. C'est dans la paix que nous pouvons retrouver une activité sociale. C'est dans la paix que nous pouvons construire un pays. Le patronat compte aller à la rencontre des différentes parties, pouvoir comme opposition. Et Dieu sait que nous savons tous que les problèmes existent. Mais un problème bien posé trouve naturellement une solution. C'est le rôle que le secteur privé veut se donner. La suspension de l'Internet des données mobiles n'est pas du goût du patronat qui demande aux autorités le rétablissement. Nous demandons le rétablissement des liaisons Internet et des communications des réseaux sociaux. Cela participe, certes, à peut-être courir un certain risque, mais c'est aussi un signe d'ouverture, de compréhension, d'échange avec notre jeunesse pour que les choses puissent revenir à la normale. Sur initiative de Idi Thiam, le patronat a tenu à exprimer toute son inquiétude. Le secteur privé se dit ouvert et déterminé à aider les autorités à trouver des solutions qui puissent ramener la paix. Et alors que le patronat demande le rétablissement des liaisons Internet, le ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique informe qu'en raison de la diffusion de messages haineux et subversifs dans un contexte de trouble à l'ordre public dans certaines localités du territoire national, eh bien, l'Internet des données mobiles est suspendu temporairement sur certaines plages horaires, et cela jusqu'à nouvel ordre. Les opérateurs de téléphonie sont tenus de se conformer aux réquisitions notifiées. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, les étudiants reviennent à de meilleurs sentiments. Ils quittent progressivement le campus, conformément à la décision prise par le recteur de suspendre les cours provisoirement, le temps que le calme revienne au sein de la région. Le point avec Ousseynou Diop et Habib Sek. L'université Gaston Berger de Saint-Louis, presque tous les étudiants ont quitté le campus social après l'annonce de sa fermeture par les autorités. Abdallah Mbaye a quitté le campus depuis 5 h du matin. Il doit rentrer à Dakar. Il attend toujours le bus qui doit l'amener dans sa ville d'origine. C'est vraiment difficile parce qu'on nous a dit un bonjour que demain, Inch'Allah, vous allez quitter le campus comme ça. Bon, on ne comprend pas quoi, mais on essaye de faire avec. C'est pourquoi on est venu ici. Notre étudiant attend depuis 4 h 30 sur la route nationale numéro 2. Oumar Niang déplore l'arrêt prématuré des cours à l'université Gaston Berger. C'est désolant, vraiment. Vraiment, on n'attendait pas ça, puisque notre pays ne mérite pas ça. Vraiment, pour ça, je profite pour l'occasion de dire à mes citoyens sénégalais de cesser un point d'apaisement. Pour ces étudiants retrouvés devant l'université Gaston Berger de Saint-Louis, les autorités doivent trouver une issue heureuse pour sortir de cette crise. Le Sénégal ne mérite pas ça. Le Sénégal mérite beaucoup plus que ça. C'est un pays de la paix. Je lance un appel au président de la République du Sénégal qu'il donne un discours qui peut apaiser tout le pays. Le temple du savoir de Sanar est devenu en quelques jours un lieu de confrontation et un champ de bataille. Devant l'université Gaston Berger, on y retrouve des cailloux jetés par les étudiants, des portes éventrées et une voiture complètement calcinée. Fruit et conséquences des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Et face à une campagne de désinformation organisée sur les réseaux, la cellule de communication de la Sénélec réagit à travers un communiqué. Des informations nous parviennent à travers divers canaux tentant à faire croire que Sénélec serait impliqué dans des manœuvres visant à restreindre la fourniture de l'électricité. Sénélec informe l'ensemble du public que ces allégations sont totalement fausses. Sénélec souligne que ses équipes sont plus que jamais engagées dans l'accomplissement de la mission de service public. Voilà donc un communiqué signé le chef de cellule communication de l'entreprise d'électricité, nationale d'électricité. Récital de Coran à Pakao Diaring, une initiative du khalife général du village religieux pour un retour définitif de la paix. El Haj Khalifa Dramé s'est adressé à la fois au pouvoir, à l'opposition, mais aussi à la jeunesse. Je vous propose d'écouter son porte-parole Sanoussi Dramé au micro de Bakary Konté et Khali Diamé. La situation qui prévaut au Sénégal,
vraiment, le Khalif demande à ce que le pouvoir et de l'opposition s'entendent à trouver un train d'entente le plus rapidement possible pour que vraiment le Sénégal puisse retrouver son paix. Parce que le Sénégal est un pays stable, on n'a jamais connu la violence. Donc si ça a commencé avec le problème entre deux Sénégalaises, vraiment nous pensons que le gouvernement doit tout faire pour trouver une solution à ce que vraiment le Sénégal puisse être parmi ceux qu'il a connus. Donc dans le monde, la démocratie sénégalaise et tout ce qui se passe au Sénégal, le Sénégal est l'exemple dans le monde. Donc si vraiment nous voyons qu'en 2023, depuis mars 2021 jusqu'à présent, le Sénégal n'est pas tranquille. On n'est pas en sécurité. Vraiment, c'est déplorable. En tout cas, nous demandons que ce soit de l'opposition de pouvoir de trouver un train d'entente. Surtout à la zone de Cérésil, parce qu'un problème qui se trouve à la justice, nous devons croire à la justice. La violence ne règle rien. Donc le Khalif demande vraiment à ce que la jeunesse puisse retourner à ce que les Sénégalais connaissent. La jeunesse du Sénégal est motivée et la jeunesse du Sénégal ne connaît pas ces problèmes-là. Donc vraiment, le Khalif demande vraiment à ce que la jeunesse puisse réfléchir que c'est eux l'avenir du pays. Donc la violence, ça touche la jeunesse. On voit les cas de décès et les cas des marchandises qui sont parties en feu et les entreprises de l'État, que ce soit du privé ou du public ou des étrangers qui sont menacés. Vraiment, la jeunesse devait tout faire pour revenir à la région. Et puis, le saviez-vous, dans le monde, une personne sur 10 tombe malade et plus de 400 000 décèdent du fait de la consommation d'aliments de mauvaise qualité. Pour changer la donne en Afrique, mais plus particulièrement au Sénégal, eh bien, la direction des industries de la pêche tient du 29 mai au 2 juin un atelier de formation sur les inspections et le contrôle des produits de pêche. Abdoulaye Diop est directeur des industries de transformation de la pêche. Nous l'écoutons au micro de Ndaïmati Dia et Mamadou Gueye. L'OMS avait mené une étude en 2015 et il a été prouvé que c'est 420 000 décès par an qui sont entraînés par les produits alimentaires. Donc vous consommez un produit, vous vous attendez à avoir une bonne santé, malheureusement vous trépassez, vous allez de l'autre côté. Il a été également prouvé qu'une personne sur 10 tombe malade chaque année à cause de ce qu'elle a eu à consommer. D'où l'importance de baser les contrôles sur ce qu'on appelle l'analyse des risques. Puisque dans l'analyse des risques, il y a ce qu'on appelle 3 composantes. Il y a la gestion des risques, il y a ce qu'on appelle l'évaluation des risques, et il y a également ce qu'on appelle la communication sur les risques. Nous, en tant que ministère, nous sommes des gestionnaires des risques. On contrôle également les aliments pour protéger les autres consommateurs, que ce soit au niveau national, mais également au niveau international. Parce qu'en cas de problème, il y aura des alertes, ce qu'on appelle des alertes, et l'image du pays sera ternie. Et ça va impacter négativement sur les relations commerciales qu'on aura, les relations commerciales du moins qu'on aura avec nos partenaires, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les États-Unis, que ce soit également les pays africains. Et puis, je vous l'annonçais à l'entame de cette édition, notre invité du journal est le professeur Amsatou Sow Sidibé, professeur de droit. Elle a dirigé l'Institut des droits de l'homme et de la paix au sein de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. En 2005, elle a fait partie des 1000 femmes nominées, 1000 femmes du monde nominées prix Nobel de la paix. Professeur, bonsoir. Bonsoir, Madame Sarah. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est réciproque, vraiment. Alors, vous suivez à l'instar de tous les Sénégalais l'actualité. Notre pays traverse une crise, on va dire, sans précédent et nombreux sont les Sénégalais qui en ont fait les frais. 15 morts à déplorer, de nombreux dégâts matériels. J'imagine que c'est un sentiment d'affliction et de tristesse qui vous envahit ce soir. Oui, profonde tristesse, évidemment. Parce que la situation est grave. Je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire des personnes décédées et surtout des jeunes. C'est particulièrement difficile pour une mère et c'est particulièrement difficile pour une ambassadrice de la paix. Ce pays, le Sénégal, ne mérite pas cette situation que nous vivons. Les violences
ces violences atroces seront désormais, je pense, à bannir. Parce que nous sommes dans un pays en construction sur le plan de la nation. L'instabilité sera un facteur déterminant de destruction. Nous n'en avons pas besoin. C'est donc vraiment avec tristesse que je parle de ce qui se passe et je souhaite un prompt rétablissement à toutes ces personnes blessées. Et je dis mes encouragements aux personnes qui ont perdu leurs biens. Et voilà, c'est la désolation, c'est la tristesse. En tant qu'acteur, professeur du paysage politique, parce que vous êtes quand même, vous faites partie de ces femmes qui ont investi ce paysage politique à la tête d'un parti. Vous avez plusieurs fois été candidate à l'élection présidentielle. Avez-vous aujourd'hui le sentiment que la classe politique, aussi bien le pouvoir et l'opposition, eh bien, a failli dans ses missions de préserver le legs des anciens? Alors, je ne veux pas stigmatiser, mais je pense que cette bipolarisation pouvoir-opposition présente des insuffisances, il faut savoir le dire. Ce que nous avons vu, ce que nous vivons et ce que nous voyons depuis quelques années déjà, c'est ce choc entre deux clans politiques, le pouvoir et l'opposition. Et ce choc est arrivé à un stade tellement grave, tellement dangereux. Parce que lorsque nous nous mettons à nous violenter physiquement, à nous entretuer, à casser ce que nous avons d'essentiel, j'espère que nous parlerons de l'université, la mémoire de l'enseignement supérieur, le savoir est atteint profondément. Évidemment, les étrangers considèrent que présentement, le Sénégal n'est pas un pays où il faut investir. C'est dangereux pour le développement. Il est vrai que les acteurs politiques et à titre principal l'État qui est responsable de la mise en œuvre des droits, qui est responsable de la stabilité, a laissé faire. L'État aurait dû écouter son peuple. Je me demande si ça a été fait, ou en tout cas, si ça a été assez fait. Il y a beaucoup de frustration. Dans les maisons, on ne mange pas assez. Les jeunes sont au chômage. Les jeunes partent chercher un Eldorado chimérique. Le panier de la ménagère est troué. Les paysans, les pêcheurs, les pasteurs, c'est-à-dire les éleveurs, les artisans, tout le monde est fatigué. Il y a des difficultés. Alors, ce que je reproche surtout à l'État aujourd'hui, et sans doute au président de la République, c'est de nous laisser nous concentrer sur une question qui, normalement, ne devrait pas être un débat. Pourquoi? Parce qu'il y a des priorités fondamentales. Cette affaire de troisième candidature, qui est à l'origine d'une partie de la violence observée aujourd'hui. Mais le président aurait pu nous épargner cette crise en disant non une bonne fois pour toutes. Vous pensez qu'il est le seul responsable de ce qui arrive actuellement? Il n'est pas le seul responsable. C'est le pouvoir, mais une opposition aussi intransigeante, il faut le dire. Parce que
quels que soient nos besoins, quels que soient nos objectifs, nous devons savoir que la nation est supérieure à nos revendications. Et je reproche évidemment à l'opposition de demander aux jeunes d'aller sur le terrain pour s'entretuer. Il y a d'autres façons de régler les problèmes. C'est toujours autour d'une table. Il faut discuter. Et j'ai toujours dit et pensé que les problèmes, on ne les règle pas avec les muscles. On les règle avec l'intelligence. De ce point de vue, le discours. De ce point de vue, un dialogue a été initié par le chef de l'État. Vous y avez d'ailleurs participé, en tout cas à l'ouverture officielle de dialogue. Un dialogue qui a coïncidé justement avec ces manifestations. Est-ce que vous pensez que les prochains jours, ou bien en tout cas les prochaines rencontres initiées dans le cadre de ce dialogue vont participer à la décrispation de la tension actuelle? Mais il faudrait que, à mon avis, ça soit un dialogue plus inclusif. Parce que la dernière fois, bon, c'était bien, la cérémonie d'ouverture, mais il y avait un manque. Je n'ai pas eu l'impression que tous ceux qui devaient être là y étaient. Donc tous les acteurs n'y étaient pas. Or, un dialogue, mais les acteurs qui étaient absents, est-ce qu'ils avaient vraiment envie de participer à ce dialogue? Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs de la classe politique qui, délibérément, pour des principes qu'ils défendent, ont refusé d'y participer. Oui, mais bon, je crois qu'ils ont refusé de participer. Je crois qu'ils ont refusé de participer parce qu'ils considéraient qu'il y avait une situation qui ne les invitait pas autour de la table. Donc je crois que de part et d'autre, il faut desserrer l'étau. Desserrer l'étau et permettre à chacun de venir autour d'une table. Parce que ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que tous les conflits, quelle que soit leur gravité, finissent autour d'une table de négociation. Donc, j'imagine qu'il y a des médiateurs qui vont rencontrer tous les acteurs afin de permettre un dialogue plus inclusif. Parce que ce que nous avons vu la dernière fois, c'est vrai, c'était un effort, mais il reste encore beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. Et ce n'est que dans ces conditions que tout le monde pourra poser sur la table ses préoccupations. On ne peut pas hiérarchiser les préoccupations. Elles sont toutes importantes. Il faut en parler les yeux dans les yeux et arriver à des conclusions consensuelles. Et arriver évidemment à des conclusions qui respectent le droit, qui respectent la morale, l'éthique et qui vont dans le sens de l'amélioration de la situation du pays. Alors revenons-en à la jeunesse. La plupart des décès à déplorer sont malheureusement du côté de cette frange de la population. Tout à l'heure, vous l'avez dit, c'est une jeunesse qui aujourd'hui tente d'immigrer de manière clandestine à la recherche d'un Eldorado hypothétique. C'est une jeunesse qui aujourd'hui cherche à travailler. Pourtant, on a vu que dans ce régime, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été déployés, des mécanismes qui ont été mis en œuvre. Je veux parler de la délégation à l'entrepreneuriat rapide, je parlais entre autres du programme Réunion. Enfin, il y a eu des mécanismes qui ont été mis en œuvre, mais apparemment, malgré les efforts qui ont été faits, ces efforts n'ont pas trouvé vraiment d'écho favorable auprès d'une certaine jeunesse. Est-ce que vous partagez l'avis de certains observateurs qui pensent qu'il y a aujourd'hui un conflit générationnel qui explique le fait que certains discours politiques ne passent plus auprès d'une certaine jeunesse? Bon, sans doute, hein, il y a toujours ces conflits entre générations. Mais justement, il faut le renforcement de capacité des uns et des autres. Des personnes plus âgées
comme de la jeunesse. Les deux parties doivent savoir que nous sommes dans une société où il y a des personnes plus âgées et des personnes moins âgées. Les plus âgés ont besoin de la jeunesse. La jeunesse a besoin de l'expérience des personnes moins jeunes, ou si j'ose dire, ou des personnes plus âgées. Donc, c'est dans l'éducation qu'on doit faire comprendre que la société, elle est une et indivisible. Aucune frange de la société ne doit penser qu'elle peut aller sans l'autre. C'est des expériences, c'est des volontés, c'est des façons de faire. L'objectif final étant l'harmonie de la société. Alors, par rapport à la jeunesse d'ailleurs, j'aimerais inviter les parents quand même à être plus regardants vis-à-vis de ce que la jeunesse peut faire. C'est une jeunesse engagée, volontariste, mais cette jeunesse doit être accompagnée par les parents. Je ne vois pas pourquoi est-ce que lorsqu'il y a des actes de violence, des enfants de 10 ans, 12 ans se retrouvent dans la rue. Où sont leurs parents? Ont-ils démissionné? C'est une question qu'il faut poser. Il faut peut-être mettre le doigt sur ça. Les parents ne doivent pas démissionner. Nous, de notre temps, quand il y avait même des grèves, nos parents allaient à l'école et même jusqu'à l'université pour voir ce que nous faisions. Il ne faut pas qu'on laisse les enfants comme ça. En tout cas, c'est une jeunesse qui a soif de réussite aussi. Et c'est très honorable, j'apprécie beaucoup, qu'il faut appuyer, soutenir. Il faut éduquer aussi. L'éducation revient beaucoup. Parce que la jeunesse, il faut l'éduquer. Il faut l'éduquer par l'instruction, il faut l'éduquer à la maison et il faut l'éduquer dans le quartier, dans la société de façon générale. Nous sommes responsables de cette jeunesse. Veillons à sa réussite. Elle ne doit pas échouer, cette jeunesse. Elle est volontariste, il faut la soutenir. Alors, nous avons effectivement constaté de nombreux actes de défiance et de révolte opérés par des jeunes. Mais hier, lors de notre édition spéciale, nous avons fait intervenir le ministre de l'Intérieur qui a parlé de forces aussi tapis dans l'ombre, occultes, qui, bien entendu, ont profité de ce contexte politique, de cette tension qui sévit au sein de l'espace politique pour piller, saccager, brûler. Que vous inspire cette déclaration? Mais c'est les défis sécuritaires. Nous avons du pétrole et du gaz. Et nous avons toujours dit, attention, nous avons du pétrole et du gaz. Il y a énormément de personnes peut-être de bonne ou de mauvaise foi qui vont chercher, et certainement de mauvaise foi, qui vont chercher à déstabiliser le pays pour profiter de ses ressources naturelles. Donc, ce que je veux dire, c'est que le président de la République lui-même, responsable de la stabilité du pays, doit faire en sorte qu'on se concentre sur ces défis sécuritaires. Nous n'avons pas de temps à perdre. Et j'en reviens à cette question de la troisième candidature, qui ne devrait pas nous faire perdre du temps. Nous devons nous concentrer sur la stabilité du Sénégal. Évidemment, quand les portes sont ouvertes, tout le monde entre. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui aujourd'hui est en train de faire la violence dans notre pays. Donc il faut tout faire en se concentrant sur les défis sécuritaires. Alors, pour en revenir à l'université, vous l'avez évoqué tantôt, plus de 200 000 dossiers d'étudiants réduits en cendres au sein de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le temple du savoir a été balafré. Que ressentez-vous en tant qu'universitaire? Je me sens très mal. J'ai fait l'université de Dakar jusqu'à la licence. Ensuite, je suis allée à l'université de Paris 2 Panthéon-Sorbonne.
Je suis restée 3 années pour dire je reviens dans mon pays. Et depuis l'âge de 20 et quelques années, j'enseigne à l'université. Près de 40 ans d'enseignement. Quand je connais l'importance de l'enseignement supérieur, quand je connais l'importance des dossiers administratifs, eh bien je dis que ce qui s'est passé à l'UCAD est particulièrement grave. Imaginez que des étudiants qui, il y a des décennies, avaient fréquenté l'université, qui avaient obtenu des diplômes, qui ont besoin d'un dossier administratif, qui n'auront plus jamais ce dossier s'ils ne l'avaient pas gardé. Mais c'est particulièrement grave. On ne brûle pas un seul dossier, à plus forte raison 200 000 au niveau de la faculté des lettres et sciences humaines. C'est particulièrement grave. Alors, qui a pu faire ça? Je me pose la question de savoir si un étudiant peut avoir le cœur, la capacité, le mental pour faire ça. Je me pose des questions. Il y a des enquêtes à faire. Qui a fait ça? C'est grave. C'est pratiquement... ce sont les cadres qui sont atteints. C'est le savoir qui est atteint. Quand il n'y a plus de savoir, eh bien, on ne peut pas parler de développement. On ne peut pas parler d'émergence. Moi, je n'ai même pas de mots pour qualifier cette catastrophe qui a été commise. Pourquoi? Je me pose des questions. Je ne comprends pas. Alors, pourquoi a-t-on ciblé les facultés et toutes les facultés? Veut-on mettre le pays à genoux à jamais? Je me pose cette question. Alors, on espère que les responsabilités seront situées très très vite. Nous l'avons tout à l'heure lors de l'édition, le ministre de la Communication, l'État du Sénégal, qui ne prévoit pas pour maintenant, en tout cas, le retour de la connexion Internet parce que des messages haineux, subversifs transitent via ces réseaux et peut-être incitent les manifestants à se livrer davantage à ces ignominies que l'on constate depuis 3 jours. Alors, pour ou contre, le patronat demande qu'on rétablisse justement la connexion et les liaisons Internet, oui, parce qu'ils disent non à la censure et qu'il faudrait continuer de dialoguer et de communiquer à travers ces réseaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, pour des questions de développement, mais je pense qu'il faudrait desserrer l'étau de façon générale, aller immédiatement à la table de négociation, mais je veux préciser qu'ici, il y a un conflit énorme entre les questions de développement et les questions de stabilité. Dans l'immédiat, je veux dire. Dans l'immédiat, il y a ce conflit-là. Pourquoi a-t-on censuré Internet? Est-ce que Internet participe fortement à la déstabilisation du pays? Bon, il y a un conflit entre les deux. Mais tout ce que je dis, c'est qu'il nous faut aller très, très, très rapidement à la table de négociation. Il faut desserrer l'étau. Il faut faire en sorte que tout le monde ait le cœur à la table de négociation. Il y a sans doute des médiateurs qui sont en train de travailler à ça. Lorsque vous dites que tout le monde ait le cœur à la table des négociations, c'est-à-dire peut-être réitérer l'invitation à ceux qui n'ont pas assisté, en tout cas, à l'ouverture officielle du dialogue? Il faut ça, mais il faut aussi des médiateurs qui puissent parler aux uns et aux autres, très rapidement. Je sais qu'il y a de la médiation dans ce sens-là. Chacun doit accepter, encore une fois, parce que c'est la nation qui est concernée. Nos intérêts particuliers ne doivent pas primer sur l'intérêt général. Et tout à l'heure, vous m'avez posé une question par rapport à la bipolarisation. Vous savez pourquoi je ne partage pas la bipolarisation?
pouvoir-opposition qui s'affrontent, qui se regardent en chien de faïence et qui se disent c'est nous seuls qui sommes là. Mais c'est parce que la majorité de la population est dans les maisons, n'est ni dans l'opposition ni dans le pouvoir. Mais il faut songer à ces personnes-là. Il faut penser à cette personne-là. Nos intérêts égoïstes, nous devons les mettre de côté. Et dans le cadre de la négociation, du dialogue, il faudra qu'on permette à chacun de poser sur la table ses préoccupations essentielles ou non. On en discute et on fait savoir à chacun ce qui est raisonnable et ce qui ne l'est pas. Mais on ne peut pas dire d'emblée on écarte telle ou telle question. En revanche, je pense qu'avant d'aller à la table de négociation, pour faciliter les choses, et étant donné que c'est l'une des causes immédiates des violences, le président de la République devrait déjà dire non au troisième mandat. Ça faciliterait énormément les choses. Nous lui demandons de dire non, dès aujourd'hui ou demain. On va à la table de négociation et il invite tout le monde. Vous verrez que la tension va baisser et on pourra réfléchir. Actuellement, la réflexion est difficile. Et ce problème-là, c'est le problème qui gangrène de prime abord cette volonté de vivre ensemble. Je ne dis pas que c'est la seule cause des problèmes. Je ne l'ai pas dit. Et justement, le dialogue va nous permettre de réfléchir sur les causes sous-jacentes. Parce qu'il y a des causes immédiates. C'est vrai, il faut s'en débarrasser. Et réfléchir sur les causes profondes du conflit qui existe au Sénégal. Pour la stabilité du pays, c'est fondamental. Il y a certainement des causes immédiates et des causes profondes. Écartons les causes immédiates et réfléchissons ensemble sur ces causes profondes qui certainement sont même peut-être plus sérieuses que ce que nous voyons aujourd'hui. Merci beaucoup, professeur Hamsatou Sow Sidibé, en tout cas d'avoir été l'invité de notre journal ce soir. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous, restez connectés au programme de la télévision Futur Média. Bonne fin de soirée et bon début de semaine à toutes et à tous. Que la paix règne au Sénégal.